Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la traditionnelle vidéo bilan de l'année. Cette année 2019 a été riche en contenu et en rebondissements, et je pense donc que ce bilan intéressera les plus habitués et les plus fans de la chaîne d'entre vous. Vous disposez dans la description d'un index timé des thèmes qui seront abordés, afin d'aller voir directement les parties qui vous intéressent si certains thèmes ne vous bottent pas plus que ça. Mais d'abord, place à l'intro. Alors, donc déjà on va parler de la chaîne, données démographiques et techniques, tout ça. Alors perso, j'aime beaucoup les stats et j'aime bien essayer d'en tirer des enseignements. Mais YouTube ayant totalement refondu Analytics, il m'est cependant difficile d'accéder à certaines données que j'affectionnais particulièrement auparavant, comme par exemple le ratio de like-dislike. Mais revenons d'abord à nos données démographiques. Le public reste à dominante masculine forte avec 75,5% d'hommes. Cependant, cette tendance est plutôt intéressante parce que ça marque une diversification de l'audience, puisque en 2018, donc l'année dernière, les hommes représentaient 82,8% de l'audience de la chaîne. En termes d'âge, les 18-35 ans restent le gros du public puisqu'ils pèsent 62,5% contre 59,4% l'année dernière. C'est donc encore une proportion qui s'accentue. Ce changement s'opère essentiellement au détriment des 45+, car les 35-45 ans restent dans une proportion quasi identique. Les pays dominants restent la France, avec 65% des vues, sachant que des VPN peuvent être utilisés et fausser cette donnée, en stabilité par rapport à 2018. Viennent ensuite le Maroc avec 5%, l'Algérie et la Belgique ex aequo avec 4%, puis le Canada à 3%. À la virgule près, ces chiffres sont identiques à ceux de 2018. L'appareil utilisé majoritairement pour visionner mes contenus en 2018 restait encore l'ordinateur, qui recueillait 54% des vues, le mobile ne représentant, entre le téléphone et la tablette, que 44%, et la télévision et les consoles moins de 2%. 2019 marque quand même un changement notable, avec le mobile qui est passé devant, à compter du mois d'octobre, pour représenter 52,5% des vues de l'année, contre 45% pour l'ordinateur et toujours environ 2% pour la télévision et les consoles de jeux. C'est une stat qui est plutôt importante puisque ça veut dire qu'il faut que je pense à adapter mon contenu, y compris sur la qualité d'image ou sur les zooms sur les parties qui sont les plus petites, pour qu'il soit visible correctement depuis un mobile, puisque ça va devenir visiblement la source la plus importante en termes de consultation. Les non-abonnés continuent de représenter la très grande majorité des vues puisqu'ils pèsent 95% des vues et 92% du temps de visionnage. Ceci s'explique sans doute par le fait que seulement 15% des abonnés ont activé la cloche, et donc que seulement 15% des abonnés reçoivent des notifications lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée sur la chaîne. Rappelons un petit peu les objectifs que je m'étais fixés pour cette année 2019, et vérifions ensuite s'ils ont été tenus ou pas dans les prochaines parties de la vidéo. Je m'étais fixé 600 000 vues sur la chaîne principale et 100 000 sur la chaîne de livres audio, mais ça on va y revenir puisque finalement tout va être globalisé. 3000 nouveaux abonnés, 5 tipeurs réguliers, le but étant donc d'être affiché dans les pages de recherche de Tipeee pour que ça puisse ensuite drainer des nouveaux tipeurs, ou en tout cas faire découvrir mon contenu à des gens qui arpenteraient un petit peu Tipeee. Un partenariat récurrent, une vidéo qui dépasse les 100 000 vues cumulées, 8 vidéos qui dépassent les 50 000 vues cumulées, 20 vidéos qui dépassent les 20 000 vues cumulées, et essayer de me tenir au rythme de une vidéo par semaine en moyenne, soit 52 vidéos sur l'année. Alors, on va regarder un petit peu les chiffres clés de cette année sur la chaîne pour vérifier si ces divers objectifs ont été tenus. En termes de méthodologie, sachez que les chiffres sont arrêtés au 30 novembre et extrapolés à fin décembre, le but étant pour moi de pouvoir les préparer sans attendre la dernière minute pour que cette vidéo puisse être publiée à peu près au moment de Noël, sans que je sois obligé moi de la tourner à ce moment-là et que je puisse faire Noël en famille sans aucun souci. Donc cette année a été une année plutôt excellente en termes de chiffres bruts. J'ai pu voir les abonnés augmenter de manière très significative puisque j'ai gagné 6000 abonnés. C'est donc le double de ce que j'avais prévu comme objectif au départ, et cet excellent résultat tient à une explication essentielle, Arnaud d'AstronoGeek. À vue de nez, ce dernier m'a permis de gagner un peu moins de 3000 abonnés, et ce en une petite semaine. Donc Arnaud, merci encore pour ce gros coup de pouce, puisque Arnaud avait proposé en fait à des youtubeurs de lui envoyer des petites vidéos promotionnelles d'1 minute maxi, qu'il diffuserait ensuite à la fin de ses formats courts. Et j'ai eu donc la chance d'être diffusé dans l'une de ces vidéos, et d'avoir pas mal de ces abonnés qui se sont ensuite abonnés à ma chaîne. Et donc si vous êtes ici grâce à AstronoGeek, je vous fais un petit coucou particulier. Au final, 2019 aura vu les nouveaux abonnés être 2,5 fois plus nombreux qu'en 2018. Et mieux encore, maintenant, près de la moitié des abonnés actuels sont des abonnés qui se sont abonnés en 2019. Donc, une personne sur deux qui est abonnée l'a fait en 2019. Il faut cependant prendre également en compte 2 mini-hémorragies d'abonnés lorsque j'ai rapatrié les livres audio sur ma chaîne principale, la faute en partie à YouTube Studio Beta. On y reviendra un peu plus loin dans les coups de gueule.
Cela m'a fait perdre quand même pas loin de 200 abonnés, ce qui est énorme à mon échelle. L'année va donc finir avec à peu près 760 000 nouvelles vues, très inégalement réparties, mais là aussi on y reviendra un peu plus loin en détail. C'est quand même 43% de croissance par rapport à l'an dernier, ce qui est quand même assez énorme, et donc l'objectif des 600 000 plus 100 000 vues est largement atteint, puisqu'en parallèle, la chaîne de livres audio a quand même généré à elle seule 41 000 vues. Pour sa part, le temps de visionnage cumulé s'établit à 38 700 heures, soit 4 ans et 5 mois de visionnage cumulé en une seule année. C'est une bonne chose car cela veut dire que le temps passé à regarder chaque vidéo est en augmentation. On est à 3 minutes 02 en moyenne, contre seulement 2 minutes 34 l'année dernière, et donc que mes vidéos vous ennuient globalement moins vite. D'autant plus que la vidéo la plus vue étant une vidéo qui fait à peine 2 minutes, et qu'elle fait donc baisser la moyenne, ça veut dire que effectivement ce watch time est même un peu plus important sur les autres types de vidéos. Et ça c'est cool, ça montre que ma façon de réaliser et de monter mes vidéos vous semble plus agréable à regarder qu'avant, et donc ça me rend heureux parce que je considère que les efforts que j'ai pu fournir dans ce domaine n'ont pas été vains. Les tipeurs sont toujours aux abonnés absents, puisque Lucie, qui m'a tipé une partie de l'année, s'en est allée. Pas de partenariat récurrent non plus, ça c'est un échec, j'ai aucune marque qui m'a répondu sur le sujet dans les contacts que j'ai pu avoir. J'ai par contre publié 59 vidéos en comptant celles que vous êtes en train de regarder, auxquelles on peut ajouter 13 nouveaux chapitres de livres audio qui viennent s'additionner aux dizaines déjà rapatriés depuis la chaîne secondaire qui y était dédiée. Pour les scores de vues de chaque vidéo, les objectifs sont remplis, puisque j'ai bien une vidéo, 8 vidéos et 20 vidéos, qui sont respectivement au-dessus des 100 000, 50 000 et 20 000 vues. Il y en a même 10 au-delà des 50 000 vues, en comptant celles qui sont au-delà des 100 000, et 21 au-delà des 20 000 vues, donc là aussi en comptant donc les 50 et 100 000. Pour la petite info, ce sont 41 vidéos qui sont au-delà des 10 000 vues, quand même. Donc ça fait aussi plaisir puisque j'ai quand même pas une ou deux vidéos qui marchent bien sur la chaîne, mais quand même un certain nombre. Bref, tous les objectifs fixés ont été tenus à l'exception de ceux liés au partenariat et aux tipeurs, donc je suis quand même content puisque ça veut dire que la chaîne affiche une croissance plutôt solide. Le rapatriement des livres audio va permettre plusieurs choses. Déjà, de monétiser ces vidéos que YouTube refusait de me monétiser sur la chaîne que j'avais dédiée sur le sujet. YouTube considérant que ce n'était pas suffisamment, on va dire, personnel comme contenu pour mériter la monétisation. Et donc, une fois qu'une chaîne est monétisée, on peut y mettre à peu près ce qu'on veut dessus tant qu'on ne se fait pas striker. Ma chaîne principale étant déjà monétisée, elle peut héberger et monétiser ses vidéos. C'est pour ça que j'ai fait ce choix-là, pour ne pas travailler dans le vide sur ces livres audio. Créer donc plus de trafic sur la chaîne, ce qui est bon pour les algorithmes, puisque plus j'ai de vidéos qui marchent et qui drainent du spectateur, et bien plus YouTube va avoir tendance à mettre en avant ma chaîne et mes vidéos. Avoir un watch time plus important, puisque les livres audio sont regardés généralement jusqu'au bout, dans plus de 90% des cas, ce qui est plutôt logique, puisque ce n'est pas une vidéo classique qui tourne autour des 35-40%, et que, effectivement, quand on écoute un livre audio, le but c'est d'arriver jusqu'à la fin du chapitre. Et donc ça aussi c'est très bon pour les algorithmes de YouTube. Ça va augmenter le nombre de publications globales, puisque je l'ai fait en plus de mes publications classiques de la chaîne. Donc là où il y aurait eu une seule vidéo par semaine en moyenne, là il va y en avoir un petit peu plus grâce au livre audio, et ça aussi c'est très bon pour les algorithmes de YouTube. Et cela risque par contre de faire partir quelques abonnés. C'est pourquoi quand je les publie, elles sont généralement en non relayé dans le flux d'abonnement. Donc ce sont des vidéos qui, si elles vous intéressent, vont nécessiter que vous alliez voir régulièrement les playlists dédiées, soit en les suivant via un autre outil, comme Feedly par exemple, ça peut être aussi une solution. Passons maintenant aux principaux succès de l'année. Alors clairement, malgré ces bons chiffres, bien que tout soit relatif, puisque ça reste une micro-chaîne par rapport aux grosses chaînes techno, je ne vois pas beaucoup de gros succès cette année. Il y a quand même le fait que je commence à avoir quelques habitués qui passent régulièrement et commentent mon contenu. Je pense par exemple à Melissa Olry, je pense à Kuma007 ou encore à Galad Leonert. Et avoir un minimum de commentaires étant bon pour le référencement, s'ils étaient plus nombreux dans ce cas-là, ça aiderait beaucoup au développement de la chaîne. Mais en tout cas, à tous les trois, je vous remercie beaucoup puisque vous êtes extrêmement réguliers. Je vous vois passer sur presque toutes les vidéos, si ce n'est toutes. Et ça fait extrêmement plaisir de commencer à avoir quelques habitués qui apprécient suffisamment la chaîne pour venir en voir l'intégralité du contenu. Par ailleurs, il y a quand même une vidéo qui a particulièrement bien marché dans les nouvelles de cette année, c'est celle sur le Redmi Note 8 Pro. Pas de quoi rembourser le téléphone et me permettre donc de faire des vidéos en achetant les produits exprès pour les réaliser parce que je sais qu'ils seront remboursés, mais tout de même, c'est la 3e vidéo la plus vue de l'année, et la seule dans le top 10 qui a été publiée cette année, et c'est celle qui cumule le plus de temps de visionnage de l'année, et de loin, puisqu'elle est presque au double des numéro 2 et numéro 3 dans ce domaine, mais on y reviendra quand on va faire les top 10. Et s'il fallait se convaincre que les produits Xiaomi intéressent, ou Xiaomi, pour ceux qui veulent le prononcer à la chinoise, eh bien la 2e vidéo de cette année qui se classe dans le top 10 des vues et des temps de visionnage, c'est celle sur la caméra Xiaomi 360 qui a été publiée en avril.
Donc je vous le disais, on va passer au top 10 des vidéos de 2019, le top 10 des vidéos par vue, et ensuite par temps de visionnage. Alors par vue, nous avons d'abord YouTube en arrière-plan et écran éteint, qui cumule 94 000 vues, ensuite le Redmi Note 8 Pro avec 34 000 vues, la vidéo sur N26 avec 26 000 vues, désactiver les notifications Android avec 22 000 vues, désactiver les touches rémanentes dans Windows à 21 000, l'outil plume dans Photoshop à 19 000, éteindre son PC Windows 10 quand il ne veut pas à 18 000, retirer le souffle d'un fichier audio dans Audition à 17 000, Chromecast installation et test à 15 000 et la Xiaomi 360 à 13 000. En temps de visionnage, donc comme je vous le disais, c'est le Redmi Note 8 Pro qui est largement devant avec 3200 heures cumulées, suivi de YouTube en arrière-plan avec 1700 heures, puis N26 avec 1500 heures, ensuite les caméras Xiaomi 360 avec 900 heures, installer son NAS en sortie de boîte avec 850 heures, le Chromecast avec 830 heures, l'outil plume dans Photoshop avec 825 heures, gérer les utilisateurs de son NAS avec 700 heures, la vidéo sur Boursorama avec 550 heures, et l'unbox et le test du 218J avec 540 heures. Si on prend le top 10 des vidéos all-time, et pas uniquement cette année, c'est YouTube en arrière-plan qui est la meilleure, avec 140 000 vues, suivi de l'outil plume dans Photoshop avec 90 000, Chromecast très légèrement derrière avec 89 000, calibrer sans sonde avec 75 000, éteindre son PC Windows 10 avec 71 000, désactiver les touches rémanentes avec 68 000, le zoom et le travelling dans Premiere Pro avec 61 000 vues, l'installation du Sino en sortie de boîte avec 60 000, le souffle dans Audition avec 59 000, et la vidéo sur N26 avec 52 000 vues. En temps de visionnage, c'est Chromecast qui truste la première marche du podium avec 6100 heures de visionnage, suivi par le NAS configurer son NAS en sortie de boîte avec 4200 heures, l'outil plume dans Photoshop 4150 heures, calibré sans sonde 3900 heures, N26 à 3400 heures, le Redmi Note 8 Pro à 3300 heures, et c'est là que c'est assez impressionnant puisque c'est une vidéo qui a été donc publiée cette année et qui finit 6ème de mes plus vues en temps de visionnage all time, donc depuis que la chaîne existe. Les zoom et travelling dans Premiere Pro à 2800 heures, YouTube en arrière-plan à 2650 heures, la vidéo sur Orange Bank à 2000 heures, et gérer les utilisateurs de son NAS Synology à 1900 heures. Passons maintenant aux flops et aux déceptions de l'année. Comme tous les ans, il y a des flops, des ratés, des trucs qui me chagrinent et que je souhaite partager avec vous. D'abord, il y a les abonnés et leur présence. Comme je vous le disais, dans les stats en début de vidéo, 95% des vues sont issues de non-abonnés malgré l'augmentation significative de mes abonnés. Et je pense donc, comme je le disais, que c'est à cause de la non-activation de la cloche et donc de la non-notification de nouvelles vidéos. Alors ça me dépite car cela implique qu'une majorité de vidéos démarrent mollement, dans le genre 50 ou 100 vues sur les 48 premières heures, et donc que YouTube va en dégrader fortement le score et moins la pousser aux non-abonnés pour leur en proposer le visionnage. La corollaire, c'est donc après d'avoir moins de vues, moins de watch time, moins de nouveaux abonnés, et ainsi de suite, c'est un peu un cercle vicieux dont il est difficile de sortir. Cela implique aussi qu'une très grosse majorité de mes vidéos continuent de ne pas dépasser les 200 vues comme l'an dernier, alors même que j'ai doublé mon nombre d'abonnés. Et donc, même quand je fais des petites images sympas, ou quand je cherche une musique pour une intro, et au final, la vidéo est bien plus agréable à regarder, mais elle fait si peu de vues que le temps investi me semble un peu perdu. C'est l'exemple par exemple avec la vidéo sur l'épisode 3 de Virtual Room, où je me suis cassé le cul, on va le dire, pour essayer de trouver une vidéo différente pour mon intro, pour qu'elle s'enchaîne naturellement avec les petites images d'ambiance de Virtual Room, et la vidéo a fait quelque chose comme 250 ou 300 vues en un peu plus de 3 mois, ce qui est absolument ridicule par rapport aux vidéos qui marchent bien sur la chaîne. Deuxième constat d'échec, c'est le financement participatif, puisque Tipeee et Utip, dans mon cas, ne marchent pas. Pour Tipeee, même en ayant doublé mes abonnés, je continue d'osciller entre 0 et 1 tipeur selon les périodes, ce qui n'aide pas vraiment la chaîne pour le matos que je souhaite acquérir, puisque, par exemple, je n'ai toujours pas de prompteur, ce qui fait que j'ai toujours régulièrement la remarque du on te voit lire tes notes sur le côté, on te voit avec le regard fuyant, qu'est-ce que tu regardes sur la gauche, on a l'impression que tu sais pas ce que tu dis parce que tu regardes ailleurs. Voilà, c'est des choses qui reviennent régulièrement parce que je regarde ma télé
télé qui est derrière, en fait, plutôt que de regarder l'objectif avec un prompteur, puisque un prompteur, mine de rien, pour avoir quelque chose de solide et d'un minimum qualitatif, faut compter à peu près 150 ou 200 balles pour le prompteur lui-même, plus encore au moins 150 ou 200 balles pour une petite tablette qui va servir d'écran et qui va être pilotée pour faire le promptage. Donc au final, voilà, c'est encore 4 ou 500 balles qu'il va falloir sortir, et clairement, c'est 4 ou 500 balles que je ne peux pas me permettre de sortir pour l'instant. On va y revenir après quand on va parler plus avant du pognon sur la chaîne. Et pour Utip, depuis mon admission au programme, j'ai récolté à peu près 2,80 €. Donc c'est déjà peu à la base, mais comme en plus il faut un minimum de 10 € pour toucher les sous, je devrais toucher ma première commission de Utip d'ici 2022, avec royalement 10 € en 4 ou 5 ans. Donc clairement pareil, Utip est une excellente idée, mais par rapport au peu de gens qui font l'effort d'aller voir des publicités sur Utip pour moi, ça me rapporte vraiment peanuts. Le troisième et dernier constat d'échec de l'année, c'est le projet des 10 000 abonnés, qui lui me laisse vraiment un goût particulièrement amer en bouche. Pourquoi ? Parce que le temps d'écrire la vidéo principale, de réfléchir aux énigmes et de les tester, puis ensuite de les mettre en œuvre, de tourner la vidéo, de la monter, de mettre tout ça en ligne, la vidéo et les énigmes, ça représente à peu près 2 semaines de travail à temps plein, donc en gros 80-90 heures de boulot, à vue de nez, peut-être même presque une centaine d'heures, le tout pour seulement 370 vues. Personne qui n'est été au bout de l'énigme, donc c'est une très grosse impression même d'avoir fait tout ça pour rien ou presque rien. J'ai appris beaucoup, j'en ai tiré des leçons sur les défauts que ce projet a, en termes de réalisation, d'écriture, de choses comme ça. Mais tout de même, je suis hyper déçu du résultat final auprès des spectateurs, parce que j'espérais que le petit côté énigme plaise, crée un petit peu une émulation, que ça se partage, que ça discute pour essayer de trouver les résultats de l'énigme. Et puis pas du tout. On va maintenant passer au coup de gueule de l'année, pour rester un petit peu sur le négatif. Donc cette année, pas 1, pas 2, pas 3. Mais c'est bien 4 coups de gueule que je souhaite passer. Le premier, c'est contre YouTube Studio Beta, la nouvelle interface de gestion de la chaîne. Alors il y a plein de choses qui sont vachement mieux dans cette nouvelle interface, c'est indéniable. Mais il reste encore trop de bugs pour la pousser comme il a été fait en tant qu'interface principale et interface de base. On a eu des semaines où on ne pouvait pas faire d'écran de fin, on a eu des tas de vidéos indiquées à ne pas relayer dans les flux d'abonnements qui l'ont quand même été, qui m'ont fait pour ma part donc perdre des abonnés. Il y a certaines stats comme le ratio de j'aime pas global de la chaîne qui ne sont plus du tout accessibles, ou si elles le sont en tout cas que je n'ai pas été capable de retrouver. C'est dommage car en parallèle, comme je le disais, il y a plein de bons ajouts. Il aurait simplement fallu le laisser en usage totalement facultatif jusqu'à ce qu'il soit stable et totalement abouti. L'autre coup de gueule, ce sont les 2 réclamations pour droits d'auteur que j'ai eues cette année. Oui, je me suis fait striker 2 vidéos. Donc la première, c'est une vieille vidéo qui date de 2016, et ce strike était de façon totalement abusive. C'est une chaîne de télé coréenne qui est entrée dans le programme Content ID de YouTube et qui a balancé tous ses contenus, y compris les publicités qui avaient été diffusées sur la chaîne. Publicités qui donc ne sont pas ses contenus, mais sont pour la plupart intégrés au kit presse que les constructeurs mettent à disposition. Et moi je me suis fait striker parce que j'avais utilisé une de ces vidéos du kit presse d'Asus pour une sélection de Noël que j'avais faite en 2016 sur les tablettes, et où j'avais recommandé une tablette Asus. Et cela met encore une fois en cause le principe de permettre à des grands comptes de mettre tout et n'importe quoi dans leur bibliothèque Content ID. Ça aurait été une nouvelle vidéo qui venait de sortir, j'aurais pu perdre l'essentiel de ma rémunération, puisque la chaîne coréenne a mis 4 jours à valider ma contestation, 4 jours durant lesquels ma vidéo était monétisée pour eux et non pour moi. Alors imaginons que ça se soit produit par exemple sur mon best-seller de l'année qui est la vidéo sur le Redmi Note 8 Pro, parce que j'ai utilisé effectivement les images mises à disposition par Redmi et donc par Xiaomi pour en faire la pub. Et j'aurais eu l'air malin, parce que déjà que ma chaîne a un peu de mal à décoller, si en plus les vidéos qui marchent, la rémunération tombe dans la poche de quelqu'un d'autre, ça peut vite devenir dramatique. Et encore, à mon échelle, je n'en vis pas. Mais ça repose quand même le problème pour ceux dont c'est le métier. Si vous perdez vos premiers jours de rémunération alors que c'est là que vous gagnez 80 ou 90% de ce qu'une nouvelle vidéo vous rapporte, ça peut devenir extrêmement dangereux. Et la deuxième contestation a été du même ordre. C'est une vidéo qui n'est même pas encore publique, puisque c'est un début de let's play de Batman Arkham Asylum que j'avais commencé à faire et que je n'ai jamais fini. Et j'ai été striké pour une des musiques du jeu, alors même qu'en fait, les musiques en question sont utilisées par la Warner, et qui en a racheté les droits pour le jeu, et qui autorise aussi le streaming de ce jeu. Et d'ailleurs, je n'ai même pas eu le temps de contester
que la contestation avait déjà été retirée, parce que je pense qu'en fait les détenteurs des droits se sont rendus compte que ils avaient striké des centaines ou des milliers ou des millions peut-être de vidéos de gens qui ont joué à Batman et qui ont streamé leur partie, et voilà, c'est quand même assez incroyable que YouTube continue de laisser passer ce genre de contestation. Le troisième coup de gueule, c'est contre les gros gratteurs. Encore une fois, cette année, j'ai eu des dizaines de messages et de commentaires qui tombaient dans les spams, où les gens venaient balancer leur lien de parrainage sous mes vidéos de Boursorama et de N26, ou le lien de leur chaîne en allant quémander des abonnés, du genre voilà, j'ai pas assez d'abonnés, merci de venir vous abonner. Donc bien sûr ces messages sont filtrés, hein, vous ne les voyez pas, mais clairement c'est un comportement qui a le don de m'agacer énormément. Et surtout qui me prend du temps, puisque il y a aussi plein de spams qui n'en sont pas, qui tombent en spam parce que j'ai dû filtrer de manière extrêmement rigoureuse pour éviter que ces connards ne puissent passer entre les mailles du filet. Et donc il y a aussi beaucoup de vos commentaires qui tombent en spam, qui ne sont pas visibles tout de suite, et pour éviter de vous pénaliser quand vous avez une question ou une remarque, eh bien je m'astreins à essayer d'aller voir les spams régulièrement. Et donc voilà, ça me prend beaucoup plus de temps, puisque les spams, en fait, je suis obligé d'aller les voir manuellement. Je n'y ai pas accès, j'ai pas de notification comme quoi il y a un nouveau spam. Et donc c'est un peu chiant parce que voilà, il faut que j'y pense, et pardon d'avance pour ceux qui ne spamment pas et dont les commentaires auraient mis un peu de temps à apparaître. Et enfin, le dernier coup de gueule, c'est pour ceux qui n'assument pas. Je m'explique. Il faut savoir que quand vous écrivez un commentaire, que vous le publiez et que vous l'effacez ensuite, il y a de très très fortes probabilités pour que le créateur de la chaîne puisse quand même en voir le début, car cela lui a créé une notification et que la notification n'est pas effacée quand le message lui l'est. Et donc j'ai eu cette année beaucoup de personnes qui écrivaient des messages vraiment méchants, agressifs, insultants, et qui ensuite n'assumaient pas et les effaçaient. Sauf que moi je les voyais, et pour le moral c'est quand même assez peu sympa. Parlons un peu pognon maintenant, donc avec la catégorie et les sous dans tout ça. Alors ceux qui me suivent depuis un moment savent que j'essaye d'être le plus transparent possible quant à la monétisation de la chaîne. Les sources de financement de cette chaîne sont diverses. Il y a bien sûr les vues YouTube, qui, avec les publicités qui sont diffusées sur les vidéos à côté ou enfin, me rapportent un peu d'argent. Il y a après les liens affiliés pour les achats Amazon, les parrainages de banques en ligne, des choses comme ça. Il y a les royalties de mes formations pour LinkedIn Learning. Il y a le financement participatif, donc Tipeee et Utip. Et enfin, il y a des vidéos sponsorisées. Tous les montants que je vais vous donner sont bruts, donc avant impôt, puisque je considère qu'il est plus simple de comparer des avant qu'après impôt, puisque ma situation connexe à la chaîne peut aussi influencer sur mon taux d'imposition, etc. Donc voilà, c'est plus simple de voir l'évolution en brut plutôt qu'en net. Cette année, la chaîne a donc généré la somme de 3 705,81 €, et ces 3 705,81 € sont répartis comme suit. D'abord YouTube qui m'a rapporté 1 257,67 €, Amazon ensuite avec les liens de partenariat qui m'a rapporté 459,27 €, les parrainages N26 qui m'ont rapporté 920 €, les parrainages Boursorama qui m'en ont rapporté 550, les royalties de chez LinkedIn Learning 393,75 €, Tipeee 22 €, et les divers partenariats 103,12 €. Une grosse partie de mes revenus reste donc encore conditionnée au parrainage bancaire, puisqu'il représente presque la moitié des revenus de la chaîne, qui sont hyper fluctuants et incertains. En effet, la banque peut par exemple l'arrêter à tout moment, et puis on n'est jamais sûr que la croissance va suffisamment continuer pour continuer d'engranger de nouveaux parrainages. Par contre, ils ont l'extrêmement bon avantage de ne pas être imposables. Et à contrario, on voit que le financement participatif reste ultra minoritaire, puisqu'avec 22 € de Tipeee et 0 € de Utip, c'est vraiment absolument peanuts. Par ailleurs, compte tenu des achats réguliers de matériel durant toutes ces années, pour le moment, j'accuse encore un déficit de 4 300 €, tout impôt déduit. On est donc encore loin de l'équilibre, et pour le coup, malgré ce qu'elle me rapporte, la chaîne continue de m'avoir coûté de l'argent depuis ses débuts, en sachant que donc si l'année prochaine la croissance est au rendez-vous et que ça se passe bien, il y a de fortes chances que j'arrive enfin à un point d'équilibre et que je puisse commencer à considérer que je peux investir dans la chaîne, puisqu'elle me dégagera de nouveau des liquidités en excédent. Par rapport à l'an dernier, le gain est en légère hausse, car si YouTube ou Amazon progressent bien, avec un doublement des gains sur ces deux lignes, les parrainages bancaires ont beaucoup diminué, surtout Boursorama qui n'a pas très bien marché cette année, et qui ont donc compensé une partie des hausses que YouTube et Amazon ont pu me procurer. Passons aux objectifs 2020, et voyons un petit peu ensemble ce qui va changer et ce qui va continuer dans les grandes lignes. Pour 2020, on va rester sur les mêmes types d'objectifs, à savoir réaliser 1 million de vues, engranger 5000 nouveaux abonnés, avoir 5 tipeurs réguliers, toujours pour la même raison, être référencé sur Tipeee, avoir un partenariat récurrent, 2 vidéos qui passent les 100 000 vues,
10 vidéos qui passent les 50 000 vues, 25 vidéos qui passent les 20 000 vues. Le but étant d'espérer que les vidéos existantes continuent d'avoir une belle croissance et que quelques nouvelles vidéos puissent bien marcher et rentrer au moins dans le classement des 20 000 vues. Et bien sûr, continuer de faire 52 vidéos dans l'année, mais pour le coup, sans compter les livres audio. Voilà, même si je suis pas certain de me tenir à ce rythme-là, parce que j'ai pas mal de vidéos qui me font envie et pour lesquelles j'ai un besoin de réalisation important. Donc j'ai vraiment besoin de me poser, de prendre le temps. C'est pas juste un tuto que je peux faire en ayant tourné l'intro en avance. Et bah pour les faire, forcément, si je prends du temps, c'est du temps que je n'aurai pas forcément pour faire autre chose. Et donc je vais peut-être en publier un peu moins, mais essayer de les travailler un peu plus. On verra si le résultat est au rendez-vous. Ce qui va essentiellement changer, c'est certains aspects des vidéos. Nouveaux écrans de fin, une animation pour relier les divers réseaux sociaux. D'ailleurs, sur ce sujet, je vais essayer de publier plus souvent sur ces derniers. Ces nouveautés, vous allez d'ailleurs les découvrir directement au sein de cette vidéo qui va inaugurer un petit peu ces nouveaux designs. Donc voilà, c'est pas énorme, mais j'espère que ça pourra faire la différence et vous plaire. Et ce qui va continuer, ce sont les thèmes abordés. Je n'ai pas l'intention de changer le contenu de la chaîne, et le fait que je vais essayer de faire plus de vidéos que je qualifierais d'utilité publique, avec des conseils pour tous et des vidéos fondamentales. Donc des conseils en sécurité par exemple, concernant le spam, l'hameçonnage, ou des vidéos fondamentales pour comprendre certaines notions de la tech qui semblent assez peu comprises ou assez peu maîtrisées. Pour conclure, si je devais donc conclure sur cette année 2019, je dirais malgré tout, peut mieux faire. Parce que si les vues et les durées de visionnage sont en hausse, globalement, j'ai assez peu de vidéos qui performent, ce qui fait qu'en gros 90% du temps de travail que je passe sur la chaîne est en fait inutile, car sans retour réel sur le temps que j'y ai passé. Et aussi parce qu'en termes de rémunération, ça reste encore trop faible pour justifier le temps que j'y ai passé. En effet, en gros, une vidéo de 10 minutes, c'est en moyenne à peu près 2 heures de boulot. Certaines prennent moins, mais certaines me prennent beaucoup plus. Et donc, en gros, avec le temps de production de cette année, soit 12h30 de nouveaux contenus que je vous ai proposés, cela fait que j'ai été payé à la louche 25 € brut de l'heure. Alors, c'est pas mal, hein, je veux dire, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est que comme une majorité de vidéos ne font quasiment aucune vue, je peux pas encore, malgré ce taux horaire, me dire que si j'y consacre plus de temps pour produire plus de vidéos, eh bien je vais avoir plus de rémunération. Parce que cette rémunération s'appuie en fait sur une poignée de vidéos qui marchent bien, et que je n'ai pour le moment encore aucun moyen de savoir ce qui marchera suffisamment ou pas avant de réaliser la vidéo pour pouvoir me concentrer sur les vidéos qui vont marcher. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, et que vous ne serez pas trop frustrés de ne pas avoir vu ma trogne pendant presque une demi-heure. Je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique, jeux vidéo, livres audio, tout ça. D'ici là, continuez de rester curieux, de regarder des vidéos sur YouTube, et bien sûr, de penser au clap, le commentaire, le like, l'abonnement et le partage. Salut à tous, bye bye.